Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui, super, merci. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous de Paris. Donc, je commencerai par vous remercier les organisateurs pour l'invitation à participer à ce beau colloque, pour les efforts aussi pour qu'il puisse avoir lieu. Et puis je remercie également Olan Drac pour l'assistance technique. Je vais essayer de tenir le temps au risque de lire un peu mes notes. Alors cette intervention porte sur la question de l'espace dans les théories de l'ornement du XIXe siècle. Les travaux portant... Alors il faut que je passe les diapos. Voilà, ça fonctionne. Donc les travaux portant sur ces théories de l'ornement ont le plus souvent mis en avant un principe de planéité appliqué au décor des surfaces, en particulier pour les textiles, les tapis, les tentures et les papiers peints. Ce principe fut en effet porté par des artistes et architectes spécialistes de l'ornement, notamment dans le contexte pédagogique britannique de la School of Design de Londres dans les années qui entourent la grande exposition de 1851. Il semble qu'il y a un problème d'écho dans le... Est-ce qu'il y a un problème d'écho pour la salle ? Non, ça va. Je pense que c'est parce que la personne peut-être n'a pas des échos. Il y a une personne qui a un écho, mais c'est peut-être parce qu'elle a le son sur son ordinateur qui repasse dans la conversation. Il faut mettre des écouteurs pour que ça fonctionne mieux. Voilà, donc je reviens à cette question donc, de ce principe de planéité beaucoup porté dans ce contexte qui se développe autour de la grande exposition de Londres de 1851. Rappelons qu'il s'agissait pour ces théoriciens, par exemple pour Owen Jones, dont on a déjà beaucoup parlé, de condamner ce qu'ils considéraient comme de mauvaises pratiques. L'illusion du relief ou l'imitation directe des formes de la nature devait être bannie au profit d'un traitement stylisé ou conventionnel des formes adaptées aux deux dimensions de la surface couverte. Ce principe de planéité s'est diffusé dans toute l'Europe et a été largement partagé dans l'enseignement des arts décoratifs et du design jusqu'au début du XXe siècle. Il se trouve parfaitement illustré dans plusieurs des exemples présentés à l'exposition et je montre ici quelques planches dans lesquelles ce principe s'exprime dans des ouvrages ou dans des recueils publiés en anglais, en français ou en allemand. C'est ce respect de la bidimensionnalité dans le traitement artistique des surfaces que l'historien et critique d'art Joseph Maczek avait dénommé dans un article de 1976 le paradigme du tapis. Constatant que ce principe de planéité s'était imposé dans la peinture moderne et contemporaine, sa thèse en questionnait les origines et l'ancrait dans ses théories de la décoration qui avaient été promues au XIXe siècle par des designers et pédagogues tels donc Owen Jones, Gottfried Zemper, Christopher Dresser, donc on a déjà pu évoquer. Mais la démonstration de Maczek était surtout orientée vers le développement ultérieur de la peinture. Son texte visait surtout à réduire la distance entre le décoratif et l'abstraction moderniste, et ce faisant, il n'approfondissait pas les réflexions de ces théoriciens du design sur le caractère fondamentalement spatial de l'ornement. Il n'approfondissait pas non plus le rôle spatial alors conféré au tapis ou plus largement au textile, par exemple chez un auteur comme Gottfried Zemper. Je souhaite donc revenir ici sur cet aspect, c'est-à-dire examiner un ensemble de théories, prescriptives ou pédagogiques, qui ont d'emblée considéré l'ornement comme un objet tridimensionnel, spatial. De fait, le traitement ornemental concerne une grande variété d'objets qui ne sont pas seulement des surfaces planes. On peut penser aux colonnes et aux chapiteaux qui sont des éléments en volume, aux vases, aux meubles, aux luminaires qui sont disposés dans les pièces, mais cela concerne aussi des ensembles spatiaux. Les pièces intérieures, avec leurs revêtements, sont des compositions en 3 dimensions et non de simples assemblages de surfaces, ce que l'architecture d'Horta démontre particulièrement bien. Quelques décennies avant les créations d'Horta, les théoriciens et pédagogues de l'ornement sont bien évidemment conscients de cette dimension spatiale, d'autant qu'ils sont le plus souvent architectes, habitués à concevoir des espaces en coordonnant des représentations bidimensionnelles, associant des coupes, des plans et des élévations.
Ainsi, la pensée de l'ornement, telle qu'elle se construit au XIXe siècle, pourrait être une pensée fondamentalement spatiale, y compris lorsqu'elle considère les surfaces des tapis ou les revêtements plans des murs. Dans cet exposé, mon objectif est de mettre en évidence quelques idées sur la spatialité de l'ornement, des idées défendues par ceux-là même qui préconisent le respect de la planéité pour le décor des surfaces. Je vais développer successivement 3 aspects. Premièrement, j'évoquerai des approches géométriques qui tendent à analyser l'ornement comme un objet mathématique à 1, 2 ou 3 dimensions, dans une logique de complexification croissante de la forme, qui aborde donc successivement l'ornement comme une combinaison de formes sur une ligne, dans le plan ou en volume. Deuxièmement, j'aborderai des discours qui considèrent l'ornement comme l'analogue des créations naturelles. À l'instar des êtres vivants, les végétaux ou les animaux, l'ornement serait soumis à des forces dynamiques qui lui confèrent une orientation spatiale, et cette question a déjà été évoquée. Et puis, troisièmement, à partir de là, je reviendrai à la question des tapis, du tapis dans l'espace, en mettant en évidence les principes différenciés qui s'appliquent à l'organisation des surfaces selon leur localisation, c'est-à-dire selon qu'il s'agit de couvrir le sol, le plafond ou les murs. Alors, au milieu du XIXe siècle, tous ceux qui tentent de construire et de diffuser un savoir sur l'ornement possèdent une très bonne maîtrise des questions de géométrie, qu'ils soient architectes ou artistes industriels. L'apprentissage du dessin d'ornement se développe par ailleurs au voisinage de l'enseignement des mathématiques. Il mobilise des compétences géométriques, mais aussi des compétences relatives aux arrangements, aux combinaisons, aux permutations. Comme le propose ici Jules Bourgoin, l'organisation des motifs répétés ou alternés qui composent par exemple une frise peuvent être résumés par des systèmes de points. Maîtriser la forme ornementale, c'est ici maîtriser des principes d'ordre et d'alternance, tout d'abord pour ce qu'il nomme des dispositions sériées, c'est-à-dire le long d'une ligne, dans un espace à une dimension. Il s'agit ensuite de penser ce qu'il appelle les dispositions multipliées dans les surfaces, c'est-à-dire la répartition ordonnée des motifs dans les 2 dimensions du plan, autrement dit les pavages, qu'il appelle aussi les nappes. Et puis cette approche systématique de l'ornement sur une ligne puis dans le plan le conduit par extension à réfléchir à des structures formelles tridimensionnelles. Il les évoque dans l'ouvrage La théorie de l'ornement, dans une section consacrée aux dispositions qu'il appelle agglomérées. Pour penser ces formes dans l'espace, il fait référence à l'organisation des molécules, à certains organismes vivants, comme la configuration pyramidale d'un arbre, aux cristaux, ou tout simplement à l'étude des polyèdres. Et on le voit ici dans ces carnets de dessin, réfléchir aux moyens de représenter ces réseaux à 3 dimensions en s'inspirant d'études sur les arrangements des atomes. Mais si les frises sont des applications des arrangements linéaires, si les nappes dérivent des pavages du plan, on peut se demander quelles seraient les formes ornementales déterminées par ces réseaux agglomérés en 3 dimensions. Alors Bourgoin évoque des transcriptions dans le monde de l'art. Je le cite, il évoque les dispositions verticillées des rosaces ou des fleurs en ronde bosse, les branchements des lampadaires, et puis il évoque surtout les stalactites de l'art oriental. Des motifs en 3 dimensions sur lesquels je vais m'attarder un instant. Alors, Bourgoin est principalement connu pour ses analyses des motifs islamiques qu'il avait décrits dans plusieurs de ses ouvrages, par exemple Les éléments de l'art arabe, publié en 1879. Ces livres publiés ont surtout développé l'analyse de ces entrelacs qu'il avait observés en Égypte et en Syrie dans les années 1860. Pour lui comme pour d'autres, les entrelacs islamiques illustrent parfaitement l'idée d'un ornement de surface. Ces motifs respectent ce qu'on appellera plus tard donc le paradigme du tapis, et ils étaient d'ailleurs souvent vus comme des motifs d'origine textile, parce qu'ils mettaient en œuvre des entrecroisements de traits, comme des fils. Owen Jones considérait d'ailleurs ces entrelacs comme des transcriptions en pierre de motifs qui avaient initialement décoré des parois tissées dans les tentes
dans lesquels vivaient donc, selon lui, ces peuples nomades devenus ensuite sédentaires. Alors Bourgoin avait en projet une étude de ces motifs tridimensionnels que sont les stalactites de l'art islamique. Il s'agit donc de ces éléments en nid d'abeilles décorant par exemple des niches à l'entrée des monuments. Et pour expliquer la géométrie de ces motifs spatiaux, il envisageait donc de leur dédier un ouvrage tout entier, dont vous voyez ici 2 des planches préparatoires. Alors ce livre est resté inédit, et la réflexion sur ces éléments est restée bien moins développée que celle qu'il a consacrée aux entrelacs en 2 dimensions, mais on voit sur les planches qu'il leur a dédiées qu'il y a quand même un souci ici de dessiner donc ces formes ornementales en 3 dimensions. Alors parmi les théoriciens de l'ornement, Bourgoin n'est pas le seul à s'être intéressé à ces motifs spatiaux caractéristiques de l'art islamique. Avant lui, Owen Jones leur avait consacré des dessins dès les années 1840 dans son étude sur l'Alhambra de Grenade. Il cherchait lui aussi à décrypter et à représenter leur structure géométrique. Donc des dessins ici qui tentent de représenter les pendentifs qui couvrent les angles de la salle de la barque à l'Alhambra, la planche couleur qui montre la richesse de l'effet produit, et puis des dessins analytiques qui essayent de comprendre comment cette richesse s'appuie donc sur la répétition des éléments les plus simples. Il nous décrit cette construction mathématique curieuse en la décomposant, c'est-à-dire en la réduisant à un assemblage de seulement 7 pièces différentes sur des plans rectangles, triangles isocèles ou bien des triangles rectangles avec donc des formes courbes en coupe. Owen Jones évoque aussi le plafond de la salle des 2 sœurs, représenté ici en plan et en coupe. Et de même qu'il avait comparé les mosaïques des murs de l'Alhambra à des surfaces tissées, il avait suggéré que ces stalactites représentaient littéralement des formes textiles en relief. Je cite ici, la forme de l'arche de stalactite, en particulier le motif en nappe qui le recouvre, suggère fortement l'idée que l'architecture des morts prend son origine dans la tente. La nappe rappelle la tenture tissée, les stalactites, les franges. Ainsi, les analyses géométriques ne permettaient pas seulement d'appréhender les entrelacs comme des combinaisons dans 2 dimensions, parfaitement appropriées pour la planéité des surfaces, mais ces approches pouvaient aussi considérer la possibilité d'arrangement dans les 3 dimensions. Alors, le deuxième aspect que je souhaite souligner chez ces théoriciens de l'ornement concerne la référence constante aux créations de la nature, tout particulièrement aux organismes végétaux. Plusieurs d'entre eux, comme Victor Ruprecht-Robert à Paris, Christopher Dresser à Londres ou Moritz Meurer à Berlin, ont fondé leurs enseignements sur l'étude de la forme végétale en s'intéressant de près à la botanique pour concevoir des dispositions ornementales. Au-delà des apparences, ils s'intéressent au principe d'engendrement des formes, au mode de symétrie, à la répartition régulière des feuilles sur la tige, qui dans bien des cas n'est pas seulement contenue dans un plan, mais distribuée dans l'espace, comme dans le cas des feuilles de chêne, étudiées ici par Dresser, qui forment donc une spirale. Une idée largement partagée est celle de l'existence de lois formelles de l'ornement qui sont analogues à celles qui régissent le monde naturel. Owen Jones considérait que tout ornement est basé sur des principes qui règlent la distribution de la forme dans la nature. Il s'agit pour lui de principes de régularité, de proportion, de symétrie, mais aussi de lois spatiales, puisque ces lois gouvernent le développement des êtres vivants dans un environnement à 3 dimensions. Or, cet environnement n'est pas un espace mathématique qui serait abstrait et isotrope, dont les 3 directions seraient équivalentes. Il s'agit bien de l'espace concret dans lequel se développent et croissent les créations de la nature. Dans cet espace réel, la force de la pesanteur impose son action dans le sens vertical, ce qui oriente fondamentalement la dynamique de formation des êtres comme celle des objets d'art. Cette question de l'orientation spatiale des formes, déterminée par la pesanteur, traverse les discours qui nous occupent ici. Dans cette planche donc, de la grammaire de l'ornement dessinée par Christopher Dresser, les plantes sont représentées tantôt en vue de dessus,
tantôt en élévation, pour décrire donc leur expansion dans les 3 directions. Alors Christopher Dresser décrivait les ornements à l'instar des végétaux. Les uns comme les autres doivent, selon lui, avoir des structures formelles appropriées à leur environnement, adaptées à leur localisation spatiale, dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. Il l'exprime ici dans les Principles of Decorative Design en 1873. Je le cite, il parle donc de ces fleurs d'abord vues de dessus. Sur le tapis de la nature, dit-il, les petites plantes qui se nichent dans l'herbe courte sont des ornements rayonnants, c'est-à-dire de jolis objets constitués de parties s'étalant régulièrement à partir d'un centre. La symétrie radiale est liée au fait que les pétales autour du centre subissent tous l'apesanteur de la même façon. Et ce n'est pas la même chose vue de face. Il dit, les arbres et les plantes, tels que nous les voyons sur le fond du ciel, sont des objets qui pointent vers le haut et qui présentent une symétrie bilatérale. Lorsqu'on les voit de cette façon, on peut les considérer comme des décorations murales naturelles. Donc de cette dynamique de croissance, qui s'exprime différemment dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, il déduit des principes pour la décoration, la symétrie radiale qui convient pour les sols et les plafonds, et la symétrie bilatérale pour les motifs des murs. Ce type d'analyse transparaît également dans les prolégomènes de l'ouvrage majeur de Gottfried Semper, dont on a également beaucoup parlé déjà, Der Stil. Semper adhère à l'idée selon laquelle l'art doit, pour ce qui est des principes de la création formelle, obéir exactement aux lois de la nature. Examinant les créations naturelles, il observe, comme Dresser, que leur développement peut répondre à des principes différents selon les directions de l'espace. Dans le sens de la verticale, le développement suivrait des règles de proportion entre les différentes parties, de bas en haut, entre par exemple un socle et puis le fût de la colonne, puis ensuite le chapiteau par exemple. Et puis horizontalement, le développement formel s'organiserait plutôt en respectant des principes de symétrie bilatérale ou radiale. Semper effectue des rapprochements entre les formes ornementales et les formes naturelles, des cristaux, des végétaux, des animaux, et il s'intéresse surtout aux processus dynamiques qui semblent les animer. L'organisation radiale des cristaux procéderait d'une sorte de phénomène d'attraction ou de répulsion depuis un centre. La poussée verticale des plantes est interprétée comme le résultat d'une force de croissance ou de lutte contre la gravité. Et enfin, l'orientation des animaux, avec leur tête projetée en avant, est lue comme le signe d'une volonté de déplacement qui s'oppose à l'inertie. Cette interprétation des formes ornementales, comme étant l'expression de ces forces dynamiques, se retrouve parallèlement chez d'autres théoriciens qui s'inspirent des organismes vivants, et notamment du végétal. Je pense tout particulièrement à Victor Ruprecht-Robert à Paris ou Moritz Meurer à Berlin, qui décrivent les bourgeons comme les manifestations d'une énergie vitale, qui s'intéressent à l'articulation à la naissance des feuilles, qui observent le déploiement d'une feuille qui va se replier sous l'action de son propre poids. On voit ici des applications très directes dans ces projets de chapiteaux que Ruprecht-Robert donnait en exercice à ses élèves de l'École des Arts Décoratifs de Paris, ou bien ici, dans certains ouvrages, dans un ouvrage de Moritz Meurer, on voit qu'il effectue des rapprochements entre les déploiements spatiaux des végétaux et certains détails architectoniques ou décoratifs. Dans ces dessins, on retrouve aussi ce principe d'un traitement différencié des 3 directions de l'espace, le jeu des proportions dans le sens de la verticale, qui exprime donc surtout le rapport à la pesanteur, l'établissement d'une symétrie bilatérale ou radiale qui résulte de la force de croissance, et puis la projection en avant, comme dans ces fougères ici, qui traduit donc la force de volonté. Alors, dans une 3e partie, je vais maintenant revenir sur la question du décor des textiles, les tapis, les papiers peints ou les tentures pour l'architecture intérieure. Certains théoriciens de l'ornement, comme Bourgoin, pensent ces motifs textiles essentiellement comme des pavages mathématiques, indépendamment de leur échelle,
de la localisation dans l'espace, il les aborde tout simplement comme des combinaisons de traits, extensibles à l'infini, sans orientation particulière et abstraction faite de leur destination concrète. Ce qui l'intéresse, c'est l'infinie variété de ces entrelacs, leur complexité géométrique, sans se préoccuper encore de leur position dans l'espace, au sol, au mur ou au plafond. Tout autre sont les réflexions de Gottfried Semper, qui n'imagine pas qu'on puisse concevoir l'organisation formelle d'une surface sans considérer cette localisation spatiale effective du revêtement. Et il identifie ce qu'on pourrait appeler des lois spatiales du textile, analogues à celles qui régissent les organismes naturels. Ces analyses à ce propos sont exprimées une première fois dans un texte intitulé « L'art textile », écrit autour de 1855 à Zurich, après plusieurs années passées dans le contexte londonien, et texte qui sera publié une trentaine d'années plus tard par ses fils. Dans ce texte, il aborde les conditions du style des textiles du point de vue de leur destination. Et puis ces considérations sont approfondies ensuite dans l'introduction de la partie sur le textile de son ouvrage Der Stil. Il y précise des analyses qui étaient très partagées dans le contexte londonien, comme l'idée que les surfaces d'une pièce, par leur qualité de surface, contribuent à faire exister l'espace qu'elles enveloppent. Ces surfaces enveloppes constituent un fond, un arrière-plan pour les activités qui prennent place dans la pièce, et en ce sens, elles doivent leur rester subordonnées. Ce qui prime, ce sont d'abord les personnes, puis ensuite les meubles, et puis la décoration de la pièce doit respecter cette hiérarchie. Dans ces deux textes, il aborde à propos des tapis la question du traitement approprié donc pour les sols, les murs et les plafonds. Toutes ces surfaces sont assimilées à des tapis, c'est-à-dire à des parois d'origine textile, l'élément textile étant pour Semper celui qui a proprement à charge la clôture de l'espace ou l'enveloppe spatiale. Ces surfaces, dit-il, nécessitent un décor à plat. Il insiste sur le fait qu'un tapis n'est pas un tableau, il doit éviter le relief. Mais les lois qui régissent les différentes surfaces ne sont pas les mêmes. Elles doivent, dit-il, prendre en compte les notions de haut, de bas, de droite et de gauche qui les concernent différemment. Alors, c'est au sol que s'applique le plus strictement le principe de planéité, c'est-à-dire l'interdiction de simuler des reliefs et des trous sur ces surfaces horizontales qui limitent les pièces par le bas et sur lesquelles on marche. Il préconise des motifs abstraits, des motifs figuratifs, des motifs non figuratifs, géométriques, répétitifs, des couleurs chaudes qui peuvent évoquer le sol, la terre. Il évoque aussi l'absence de direction prédominante, l'équivalence des directions, préconisant même un traitement all-over, le terme est utilisé en anglais dans le texte allemand, par exemple avec des divisions en cases ou des réseaux. On le voit dans les illustrations qu'il choisit. Donc à gauche, en noir et blanc, une dalle de pierre assyrienne ou une mosaïque romaine. On voit ici cette image d'une sorte de tissu avec des motifs géométriques uniformes, bordés par un ourlet dans leur périphérie. Et puis ces exemples peuvent être rapprochés à droite des motifs de sol en mosaïque que Semper, comme d'autres architectes voyageurs, avaient pu observer à Pompéi et qui respectent ces mêmes principes. Les plafonds sont eux aussi des surfaces horizontales et Semper les envisage avec des principes analogues. Pour ces surfaces situées en hauteur, l'idée originelle du tapis textile s'interprète comme un vélum. Lorsque Semper considère les plafonds, il a en tête cette version primitive du dé suspendu, d'un tissu qui serait accroché sur une structure pour fabriquer de l'ombre. Le plafond est ainsi pensé comme une transcription de ce qu'on imagine être sa version ancestrale, une toile suspendue aux angles de la pièce, avec des motifs qui peuvent s'organiser soit en cases, soit de façon rayonnante, avec éventuellement des bordures ou des franges suspendues, comme on le voit sur l'image de gauche. Pour l'illustrer, j'ai emprunté ici le dessin d'un projet de décor de théâtre conçu par les architectes décorateurs Percier et Fontaine pour l'Opéra de Paris,
Et puis cette idée du vellum est également exprimée dans cette restitution par l'architecte Jacques-Ignace Sittorf d'un théâtre antique à Pompéi couvert par un vellum. Les planches publiées par Semper dans Der Stil pour parler des plafonds répondent à ces principes. À gauche, un fragment de sa restitution du plafond du temple de Thésée, un plafond à caisson qui reprend les divisions en cases, mais qui évoque aussi, selon lui, les bordures et les franges qui se retournent verticalement vers le bas. Et puis à droite, l'image représente deux moitiés de plafond avec des dispositions rayonnantes. L'organisation d'un plafond dépend aussi, bien sûr, de la forme de la pièce. Enfin, les couleurs pour les plafonds sont plutôt ici évocatrices du ciel, éventuellement avec des étoiles, des couleurs claires, froides, bleues, qui vont contraster avec le sol. Quant au traitement qu'il va préconiser pour les revêtements des parois verticales, il est radicalement différent. Ici, dit-il, les notions de haut, de bas, de droite et de gauche prennent une importance cruciale. Le traitement des surfaces murales est orienté dans le sens vertical. Il répond à la pesanteur. Ainsi, les motifs peuvent être conçus comme des éléments descendants ou montants. Certaines frises semblent suspendues, tournées vers le bas, comme les franges descendantes que nous avons vues précédemment. Et puis, certains motifs sont dressés, debout, qu'il s'agisse de formes géométriques qui pointent vers le haut ou bien d'évocations plus figuratives de végétaux ou même d'animaux. Pour les parois, à la différence des sols, Semper indique que les motifs peuvent être figuratifs, à une condition, celle de rester dans le plan du mur, à l'image de ces peintures murales assyriennes. La division verticale de la paroi apparaît essentielle, de même que les principes d'organisation symétrique des motifs. Alors, tous les exemples décrits dans ces planches, ou qui sont également évoqués dans le texte, sont des exemples historiques qui sont analysés, mais leur analyse vise à dégager des principes qui seraient universellement valables pour la composition donc, des surfaces dans l'espace. Alors, j'en arrive maintenant à ma conclusion. Pour conclure, tous ces auteurs, ces différents auteurs, qu'ils soient architectes ou artistes industriels, pédagogues ou théoriciens, développent une conception assez subtile de l'ornement dans l'espace qui ont nourri les designers des décennies suivantes. Il est frappant que la réflexion sur la surface, cette réflexion sur la surface qui est souvent associée au textile, il est frappant qu'elle soit ainsi sous-tendue par des préoccupations spatiales. On l'a vu tout d'abord, même dans les approches mathématiques les plus abstraites, où les combinaisons de formes sont pensées d'abord sur une ligne, dans le plan, mais aussi en volume, jusqu'à même évoquer l'hypothèse d'un tissu en 3 dimensions. On le voit également lorsque les motifs ornementaux sont pensés comme le résultat d'un processus de croissance, un processus dynamique d'attraction ou de lutte contre la pesanteur, à l'instar des créations naturelles et tout particulièrement des végétaux, dont le développement formel est régi différemment dans les 3 directions de l'espace. Et puis on l'observe enfin dans les analyses des revêtements des pièces intérieures, où le paradigme du tapis, c'est-à-dire ce respect de la planéité des surfaces, s'accompagne d'un traitement adapté à la localisation. Les ornements du sol, du plafond ou des murs y jouent chacun leur rôle pour caractériser un volume intérieur dont les 3 dimensions sont perçues de façon non équivalente. Ces motifs accompagnent une dynamique spatiale et expriment un rapport particulier entre le haut et le bas, le centre et les latéralités, parfois aussi l'avant et l'arrière. Le textile est ainsi envisagé comme un objet à la fois plan et fondamentalement créateur d'espace, dont les motifs sont soumis à des lois naturelles, réagissant aux conditions concrètes de son existence, de même que la morphologie végétale dépend de son environnement. Je vous remercie.